Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Infotech. Nous sommes en compagnie de Thomas comme toujours. Bonsoir, bonsoir. Au programme aujourd'hui, un petit peu de hardware, beaucoup de hardware. On va parler de Nvidia, une carte graphique que Jérémy en tout cas n'attendait pas. Un petit APU AMD qui vraiment fait très très plaisir. AMD qui a sorti beaucoup trop de processeurs monstrueux, on va vous en parler également. Un petit duel entre AMD et Intel parce que ça fait toujours plaisir. Toujours du AMD parce que ils font des chiffres exceptionnels, ils font des produits exceptionnels. Un petit tour sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces qui a été dévoilé et qui a déjà été testé par les équipes de 01net. Le nouveau Mac Pro, on a enfin la date de commercialisation, une petite mise à jour Windows, un peu d'économie avec l'Europe qui s'oppose complètement à Libra, la crypto-monnaie. Donc on va revenir dessus rapidement parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on en parle du coup. Un peu de console, de cloud, Stadia, on va faire un tour d'horizon sur les jeux prévus au lancement, Steam qui préparerait aussi quelque chose et on va parler un peu de la PS5 parce qu'apparemment, ce serait pas aussi ouf que ce qu'on pourrait penser. On va ensuite parler rapidement de SpaceX et surtout, pardon, de Starlink, c'est plutôt ça le centre du sujet et on va terminer par quelques véhicules électriques, des voitures, on va parler bien sûr de Tesla du coup et de produits Niu, une marque que vous ne connaissez sûrement pas, mais on en reparlera en fin de live. Tout de suite, je laisse Jérémy commencer avec la 2080 Ti Super. Effectivement, alors qu'est-ce que la 2080 Ti Super? Alors en fait pour l'instant ce n'est pas confirmé pour le moment, c'est pas officiel. Toutefois, c'est une rumeur qui commence à prendre de la place. Alors, on en avait déjà, elle avait déjà fait surface il y a quelques temps quand les premières Super sont sorties. Bon, on était en mode, bon, ouais, ok. On n'y croyait pas trop. Ça revient sur le devant de la scène et ça pourrait concorder au fait que Nvidia apparemment aurait quelques soucis à faire ses prochaines cartes graphiques qui seront donc en 7 nanomètres. Et donc ils auraient du mal à faire cette prochaine génération, du coup qui s'appelle d'ailleurs Ampère, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les précédents Infotech. Et donc voilà, apparemment ça c'est un problème, Nvidia aurait du mal à faire ses cartes graphiques en 7 nanomètres, et du coup la 2080 Ti Super sera là pour dire ok on est toujours là mais on peut pas vous sortir encore la prochaine génération. Alors il y a quelques petits trucs puisque la RTX Titan qui est juste au-dessus, enfin qui est au-dessus quand même, pas juste au-dessus mais qui est au-dessus de la 2080 Ti, eh bien si on met le Super à une Ti, certains ont peur que ça se rapproche de la Titan, ce qui est possiblement le cas. Après c'est pas exactement le même public visé, donc voilà, moi je l'attendais pas dans le sens où moi j'attends plus la prochaine génération qui était prévue en début d'année. Mais du coup, si cette rumeur se confirme, c'est que notre prochaine génération sera retardée. Et du coup, on aurait éventuellement une 2080 Ti Super pour patienter. Mention spéciale au nom qui est à rallonge, voilà. Oui, Ouais, le nom un peu c'est trop long. dommage. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette 2080 Ti Super? Honnêtement, j'étais surpris qu'on n'en entende plus parler pendant quelques temps. Moi, je croyais vraiment fortement à la rumeur qu'ils allaient nous sortir une Ti Super. Parce que ce qui se passe, c'est que la 2080 Super se rapproche très fortement de la Ti, de la 2080 Ti normale. C'est vrai, c'est Ce qui vrai. fait que ce qui fait que, en termes de prix, sachant que la Super est destinée était destinée à remplacer la 2080 en totalement, donc même au niveau du prix, ça devait être le même prix. Acheter une TI alors que la 2080 Super, elle est presque aussi performante, voilà, je vois pas trop Bon. l'intérêt à part pour vraiment les psychopathes qui veulent, le plus, 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 plus. Mais donc la 2080 Ti Super se justifie. Effectivement, ça se rapproche un peu du RTX, mais tu l'as dit, ça s'adresse pas au même public. Il y a, pratiquement 2 000 € de différence entre, la Titan RTX et la 2080 Ti Super, si elle sort vraiment. Ce qui fait que, à 2 000 € de différence, c c'est voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais forcément, c'est différent. Même si dans les bench, surtout jeux vidéo, il y a pas beaucoup de différence. Mais après la Titan RTX,
est pas conçu pour faire tourner des jeux vidéo. Oui, C'est voilà, ça c'est aussi ça. qu'il faut comprendre, surtout. La Titan RTX, elle reste supérieure quand on fait des benches sur Premiere Pro, sur Cinebench et sur, d'autres logiciels, vraiment à usage professionnel et pas à usage de divertissement. Donc voilà, Exactement, c'est ouais. mon avis. Moi, je suis pas mal d'accord avec tout ça, donc ouais, je pense à peu près la même chose. Je pense que effectivement, elle a sa place parce que la 2080 Ti actuelle est pas vraiment intéressante face à la 2080 Super. Donc ouais, on verra si ça sort réellement. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, mais on vous rappelle que vous pouvez réagir à tout moment, il y a aucun souci. On essaye de lire les commentaires, en direct entre chaque article et pour débattre un peu avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez une remarque, une correction ou n'importe quoi, les commentaires sont là et sont ouverts. Exactement. Et du coup, tu vas nous parler du nouvel APU qui est sorti chez AMD, le 3400G, et qui serait au final un très bon plan pour jouer. Le 3400G. Alors pour rappel, la gamme G de Ryzen, de AMD, c'est une gamme où on a, excusez-moi, un micro GPU intégré. Ça ressemble au chipset, qu'on avait, il y a quelques années dans nos ordis, quand on n'avait pas de carte graphique. Hem, Là, la différence, c'est que c'est vraiment des trucs qui carburent c'est un qui carbure bien et qui, pourrait presque remplacer une carte graphique. Je dis pourrait parce que ça reste moins puissant, mais honnêtement, si vous jouez à des jeux, émulateurs, des petits jeux indés, même des triple A si vous, êtes, OK pour jouer avec une qualité pas exceptionnelle et des FPS pas incroyables non plus, heu, ça fait tourner le jeu. Contrairement à il y a quelque temps où sans carte graphique, les jeux, c'était impossible à faire tourner. Donc quelque chose qui s'avère très, très intéressant, c'est un 4 cœurs 8 threads niveau CPU. Petite déception, mais en même temps pour le prix, à 170 €, on va pas se plaindre, c'est que du Zen+, c'est-à-dire la deuxième génération, pas la troisième génération. Donc gravé en 12 nanomètres et on aurait le droit à une partie graphique, type Vega 11, donc 11 cœurs à 1400, mégahertz. Le tout pour une enveloppe thermique de 65 watts. Ça veut dire, que en soi, le processeur ne consomme pas grand-chose, enfin pas grand-chose, moins que ses confrères qui sont, pas beaucoup plus puissants et on a Et- une bonne partie graphique donc pour 170 €, c'est un super compromis parce que, ça vous fait économiser quand même, vous payez un tout petit peu plus cher le CPU pour un équivalent, mais derrière vous économisez la carte graphique. Même si vous prenez une carte graphique, en dessous de 100 € clairement, vaut mieux avoir ça qu'une carte graphique. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy? Bah, déjà, pour revenir un petit peu, le 65 watts, c'est aussi surtout la chaleur que ça émet, avant tout. Et donc ça reste pas beaucoup, 65 watts d'enveloppe thermique. Et globalement, ouais, The 3400G est assez intéressant. On en avait parlé justement du 3200G qui est un 4 cœurs 4 threads. Et personnellement, j'étais un peu en mode, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'hyper-threading. Et voilà, au final, ils ont complètement répondu à mes attentes. En plus, on a Vega 11, on n'a pas une. Je crois que c'est Vega 8, sinon. Oui, oui, oui. Donc c'est encore mieux, Vega 11. Et pour l'histoire de Zen Plus, je pense qu'il y a aussi le problème que même si AMD actuellement sort des GPU en 7 nanomètres, je pense que la partie vraiment APU, etc., ils n'ont pas encore trop fait le passage en 7 nanomètres. Et oui, ça coûte plus cher aussi. Donc je pense qu'il y a un peu des coûts de production et aussi du fait que ils sont peut-être pas totalement au point là-dessus encore. Ouais, je pense que c'est surtout une question de coût de production parce que les derniers GPU qui sont en 7 nanomètres, si je dis pas de bêtises, ils sont déjà à plus de 500 balles. Tu peux me Euh, corriger, mais Peut-être. J'ai pas trop regardé. le peu de GPU qu'on a en 7 nanomètres, c'est même pas du tout orienté gaming, c'est direct pour mettre dans des machines plus de montage ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas encore trop destination gaming. J'en Ouais, reparlerai rapidement, mais par exemple, c'est les MacBook Pro, le nouveau MacBook Pro l'embarque. Alors que, ouais, je crois les dernières cartes graphiques gaming, c'était les 5700 et 5700 XT. Si je dis pas de ouais, il me bêtises, elles semble, sont ouais. en 12 nanomètres. Pas impossible, effectivement. Ouais. À Après, ici, vérifier, je suis pas 100 il y a sûr de cette info. la 5500, elle est destinée elle est en 7, hein.
Et la gaming, par contre, elle est d'ailleurs en plutôt un bon prix. Donc, ouais, je sais pas. Mais il y a, à mon avis, ouais, le coût de production est forcément, on va dire, responsable de ça. Mais néanmoins, ça reste quand même très intéressant. 170 €, vous avez quand même 4 cœurs, 8 threads et une bonne partie graphique. Franchement, ça va, ça propre. Surtout si vous voulez Ouais, faire c'est une, propre. une config pas chère. Ensuite, Voilà, bah, tu vas devoir nous AMD, parler encore. des nouveaux Threadripper. Alors, Incroyable ce truc. AMD a littéralement, enfin personnellement, on le savait, on savait un peu, on avait quasiment toutes les specs, mais ça a été officialisé, etc. Ils ont sorti, à ce stade, on peut appeler ça des monstres, et encore, on va parler d'autre chose juste après. Mais déjà, ces deux-là sont juste colossaux. Je sais même pas. Enfin, oui, il y a forcément des besoins, mais bon, clairement, n'achetez pas ça pour jouer, c'est inutile. Mais juste, c'est incroyable d'arriver à là. Enfin, moi, je trouve ça fou. Donc, ils ont sorti les Threadripper 3960X et 3970X. Donc, à titre d'information, c'est en gros la suite logique des Ryzen 9, puisque le dernier Ryzen 9 c'est le 3950 X, je crois. Donc voilà. Et du coup, ces Threadripper, c'est des monstres. Donc, le 3960X, c'est un 24 cœurs 48 threads, et le 3970X, c'est un 32 cœurs 64 threads. C'est juste gigantesque. En plus, tout est en 7 nanomètres. Donc on a le PCIe 4, etc. Et alors par contre, changement, c'est plus le même socket, parce que à mon avis ils sont plus gros du coup. Et globalement même c'est trop compliqué de faire une rétrocompatibilité au vu de leur monstruosité tout simplement. Et puis on peut comparer par exemple à un 9980 XE d'Intel. Donc il est en gris ici, si on regarde un petit peu. Et bah voilà, en jaune c'est le 3960X et en orange c'est le 3970X. Donc oui, forcément c'est plus performant, mais c'est normal, hein. Enfin, ouais, je pense qu'ils auraient peut-être pu comparer à autre chose. Après, le 1980 XE c'est quand même la version très haut de gamme d'Intel, donc ouais. Et ouais, il y a 72 lignes PCI Express, c'est juste énorme, on peut brancher tellement de choses dessus. Et enfin, j'arrive pas à grand chose à dire de plus, parce que vraiment, c'est des monstres. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, Thomas, de ces processeurs, mais c'est ouf. C'est vraiment monstrueux, je suis totalement d'accord. Après d'un côté, je pense, que, le rapport qualité-prix est largement supérieur à Intel, si on peut les citer rapidement. On le dit souvent, ces Threadripper, carrément, ils vont remplacer les Xeon dans les serveurs, ça commence déjà, hein. Et là, avec de la puissance pareille, des nombres de cœurs pareils, on peut facilement, imaginer des grosses workstations, bien sympas, des gros serveurs bien sympathiques, des serveurs de PC, cloudés. Je pense notamment à la solution de Shadow. Actuellement, ils travaillent sur du Xeon, mais peut-être qu'à terme, ils passeraient sur du Threadripper, et il y a moyen qu'ils baissent encore leurs coûts. Ce qui pour nous, c'est cool, ce qui pour eux, c'est cool parce que ça peut aussi leur augmenter leur marge, pour nous proposer des trucs toujours mieux, et voilà. Et même globalement, je pense qu'à terme, passer sur, du Threadripper, c'est mieux que de Xeon. Mais voilà. Donc les applications sont déjà, sont déjà, possibles, et il y a déjà des trucs à faire avec, et vraiment ça n'augure que du positif. Totalement. Et puis en plus, oui, donc les prix, j'aurais pas parlé, mais 1399 $ pour le 3960X et 2000 $ pour le 3970X. Ça peut paraître énorme, mais faut prendre conscience que c'est juste incroyable. Genre, c'est énorme. 32 cœurs, je sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, essayez de chercher un 16 cœurs 32 threads déjà, chez Intel en l'occurrence, par exemple, mais même chez AMD. On n'est pas loin des 1000. Alors AMD, ils sont un peu plus en dessous, mais on est presque 1000. Il y a une seule chose dommage avec ces nouveaux Threadripper, par contre, parce que tout n'est pas rose, les cartes mères sont excessivement plus chères que la génération précédente. Alors oui, il y a le PCI 4, mais vraiment, il y a un écart de prix, et il y a des gens qui ont du mal à justifier, parce que, ok, le PCI 4 est là, mais il y a 2 à 300 € d'écart. Donc c'est assez énorme. Alors peut-être que tout n'est pas sorti encore, mais actuellement, il y a vraiment beaucoup d'écart, et c'est difficilement justifiable. Voilà, c'est le seul gros point négatif, mais pour le reste, bah AMD a encore fait Après, fort, quoi.
ça reste plus professionnel que particulier Oui, la destination. Du coup, c'est on clair. a du mal, nous, mais quand on vend ça à des pros, on vend aussi du support client. Du coup, c'est difficile de savoir est-ce que vraiment ça vaut le prix qu'on paye. C'est une question Ouais, compliquée. c'est vrai. Bon, on passe à la suite. Le 3950X, on continue dans les très gros processeurs, qui est donc encore un processeur de chez AMD, tout simplement. Ouais, un gros proco encore, hein. Ouais, du coup, le 3950X, désolé, j'ai un petit drop apparemment. Le 3950X, eh bien, c'est la suite et il sera disponible le 25 novembre. On a enfin une date de dispo. Ça fait des mois qu'on l'attend en fait, depuis qu'ils ont annoncé la nouvelle gène. Ils avaient parlé clairement de ce processeur. Donc, c'est un 16 coeurs 32 threads. Justement, on en parlait juste avant. Donc, vous voyez, il est vendu 749 $. Donc, on peut avoir un 32 coeurs 64 threads à 2000 $, en sachant que c'est beaucoup plus complexe et tout, donc ouais, et surtout il y a plus de lignes PCI Express dans les Threadripper. Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un nouveau monstre, clairement, encore une fois, c'est pas vraiment fait pour le gaming, enfin c'est même pas du tout fait pour le gaming. Si vous achetez ça, c'est que vous faites du montage ou des grosses tâches, parce que sinon ça sert à rien. Donc, écoutez, à part dire qu'il est gros, qu'il est gravé en 7 nanomètres, etc., il y a un seul truc, c'est que AMD recommande, si ce n'est oblige, d'utiliser un water cooling 280 mm minimum. Donc ouais, ça chauffe un peu, mais c'est pas étonnant. Donc on a 105 watts de TDP, ce qui est pas si énorme que ça pour ces perfs. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils veulent un water cooling. Mais je pense que quand ils travaillent, il doit bien chauffer. Donc voilà. Et ouais, et l'avantage c'est qu'il est sous N2. On a 64 MO de cache L3, etc. On a pas mal de cache. 72 MO au total, ce qui est pas mal à titre d'info. Les 3700X par exemple, on a 38 je crois, un truc comme ça. Donc ouais, il y en a le double. Donc ouais, c'est gros quoi, c'est assez gros. Qu'en penses-tu? J'ai envie de te dire Thomas. Je suis capable de rajouter une petite précision. Le 105 watts de TDP, c'est très facile à faire, de pas le dépasser en fait. C'est surtout que quand il monte en charge, s'il n'est pas bien refroidi, il va très rapidement baisser en puissance. Il va tourner moins vite, ce qui fait qu'il dépassera jamais les 105 watts de TDP, mais du coup, il va tourner au ralenti. Je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment un water cooling. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est pour ça, s'il est en charge, ça chauffe bien comme il faut. C'est clair. Alors si, il Mais y a du un coup, petit pour pas truc chauffer, il tourne plus. Ouais, il y a un petit truc qui est dommage, c'est que on va dire que avant ce segment des 16 coeurs 32 threads était plus destiné au Threadripper justement. Et le fait que, alors oui c'est bien parce que du coup ça permet de descendre un peu, mais le truc c'est que du coup on peut pas avoir de processeur Threadripper 1632 où on peut pas faire une config où on a besoin, on prenait les Threadripper 1632 surtout pour tout ce qui était ligne PCI, parce que là on reste avec le nombre de lignes PCI classiques, c'est-à-dire on n'est pas super haut, on n'est pas du tout au niveau des Threadripper. Donc c'est dommage, c'est un petit peu triste que ça. Je pense qu'ils auraient peut-être dû le laisser chez les Threadripper, après c'est mon avis personnel. Mais ouais. Moi, je pense que ça ils redéfinissent bien la gamme. Celui-là, c'est le haut de gamme, particulier et le Threadripper, ça reste, pour les pros. Parce qu'au final, quand ton PC est chez toi, qu'il est pas destiné à être sur serveur, tu as pas besoin de beaucoup de lignes PCI. Honnêtement, Oui, c'est clair. ça veut dire qu'il faut que tu installes plusieurs cartes déjà, il faut que tu installes plusieurs cartes graphiques et plusieurs SSD en M.2 et encore quelques accessoires et seulement tu atteins la limite, tu vois? Après, le souci, c'est que Du coup, on voilà. utilisait des 1632 sur des PC ou même ouais, des serveurs, etc. Il y avait aussi l'histoire de la carte mère, c'est pas le même socket, parce que plus tard, s'ils veulent évoluer, il faudra encore changer de carte mère, parce que là, on est en AM4, alors c'est du TR, du TX, je sais pas quoi, les Threadripper, TR2, non? je sais plus, ça, c'est un truc, ouais, un truc du genre. Enfin bref, du coup, ça fait qu'il y a ça aussi, ça dépend du point de vue, mais oui, je suis d'accord avec toi que par contre, ça redéfinit TRX bien la gamme. 40. TRX 40, TRX 40, je viens de vérifier. j'aurais clairement pas deviné. Voilà, donc tu vas peut-être pouvoir nous bencher ça face à un petit i9. Eh oui, donc le 3950X, qui est un 16 coeurs 32 threads, comme on l'a dit, contre un 10980XE 18 coeurs. Donc il y a 2 cœurs de plus chez Intel là, hein. Donc on peut se dire, ouais,
on sait qui a gagné Intel parce qu'il y a quand même 2 cœurs de plus, voilà, 4, Ouais, threads, mais etc. oui, mais la finesse de gravure et du coup la vitesse d'exécution, ça nous donne quoi? On va dire que AMD est devant, et oui, même s'il y a 2 cœurs de moins, on peut voir que AMD fait un score de 5770, alors que Intel est à 5453. Bon, vous me direz, il n'y a que 100 et quelques d'écart, mais ça reste assez énorme, d'autant que, bah, oui, AMD est devant avec 2 cœurs de moins. Alors oui, la finesse de gravure joue beaucoup, et les fréquences aussi, du coup, mais ouais, ça impose un peu le respect, et là, on se dit encore une fois, Intel, qu'est-ce que vous foutez? Faut Tout surtout comparer simplement. les prix après, parce que le i9 est entre 1,5 fois et 2 fois plus cher que la Ryzen 9. Du coup, voilà Ouais, voilà. quoi, Après, on n'a pas encore ça le remet aussi les prix. choses en perspective. On n'a pas encore le prix du 3950X. En tout cas, ça n'a pas été annoncé officiellement, normalement. Enfin, je les ai pas Oui, mais trouvés. on On sait que ça on sera les moins a cher pas, mais qu'Intel. on sait que ça sera largement moins cher qu'Intel, même si Intel est en train de commence à faire des efforts. Bah, Voilà, de ce que j'ai lu, c'est compliqué. il tournerait autour des 800$. Bah, je crois qu'en fait, c'est exactement ce qui était écrit. Voilà, 749$. En fait, c'était écrit la news d'avant. Donc, du coup, c'est clairement propre dans le sens où pour avoir la même chose chez Intel, il va falloir mettre au moins le double. Voilà. Du coup, AMD a pas fini de nous Bah, surprendre puisque, ouais, bah, il en reste un? apparemment, si vous ne savez pas, et AMD avait parlé à un moment d'un 64 cœurs 128 threads. On a cru qu'il était annulé, mais apparemment non. Il est juste Alors en fait, caché. c'est sur, une vidéo publiée par MSI, qui est une vidéo de promotion pour, la carte mère Creator en TRX 40 et en fait, c'est regarder un peu le nombre de graphiques de virtualisation Du de cœurs gestionnaire de CPU, tâches, ouais. de threads CPU. Voilà quoi, il y a Il y en a un un peu nombre un peu beaucoup. incroyable et je suis même pas sûr que tout soit affiché. Donc on n'a pas eu d'infos comme quoi il était annulé, on n'a pas eu d'infos non plus comme quoi il était officialisé, mais possiblement, il pourrait arriver plus tard. Alors, je pense que je te laisserai finir les explications parce que tu en as peut-être plus que moi, mais de mon point de vue, ça doit être un peu le même délire que le dernier Ryzen 9. Ils doivent peut-être avoir des problèmes de production parce que là, c'est le plus gros monstre jamais enfanté, hein. Ah Je ouais, sais pas ce que tu en penses? 64 cœurs, c'est juste. Mais c'est gigantesque. Alors, je sais plus, je crois que c'était. Je sais plus avec qui j'en parlais de ça, mais je parlais avec un ami justement on va dire, de monter au nombre de cœurs, etc. Et je lui ai dit, mais tu sais, un jour, on aura un 64 cœurs 128 threads. Bah, je pensais pas que ça arriverait aussitôt, parce que quand je dis ça, je savais pas. Mais quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait, ah oui, non, en fait, ça va vraiment sortir. Alors, faut savoir que. euh, du coup, oui, effectivement, sur le graphique Windows, on envoie 128. Par contre, il y a vraiment 128. Par contre, c'est tout Ah, petit. je l'avais pas compté. Je les ai pas comptés, mais il y en a qui l'ont fait. Et c'est tout petit. On va dire que je sais même pas. Je pense que Windows va peut-être un jour devoir faire une refonte, ou je sais pas, parce que clairement, ils peuvent pas en mettre plus. Genre, même mettre 10 Bah, cœurs de plus, c'est quoi, ça va être franchement, compliqué. déjà avoir 8 cœurs sous Windows, c'est déjà, affiché en très, très petit. Il faudrait un système qui affiche que les cœurs les plus sollicités ou, je sais plus comment c'est fait, sur Mac, mais sur macOS, mais je sais que c'est moins cancérigène à regarder. Parce que là, il y a même pas de faut se dire, il y a même pas de scroll. C'est-à-dire que si vous rétrécissez La la fenêtre, ouais. fenêtre, Ça rétrécit c'est aussi les encore carrés. pire. Ouais. Non, Donc c'est voilà, assez oui, il va gigantesque. vraiment falloir l'améliorer, hein. Ouais, et puis je pensais aussi au fait que, ok, Windows, mais honnêtement, je suis pas sûr qu'il arrive à vraiment bien utiliser pleinement ces 128 cœurs, ça reste énorme. Déjà, on avait vu quand ils ont sorti, ça commence à faire quelques temps, mais les 8 cœurs, 16 threads, les premiers, genre Windows galérait de ouf à tout gérer, etc. Donc je doute que le 128, enfin le 128 threads, mais les 64 cœurs, soient vraiment supportés. Il y aura une mise à jour, c'est clair et net. Mais ouais, ça reste assez colossal. Et pour information, il y a une stratégie chez AMD. C'est au niveau des annonces, ils aiment bien les annoncer régulièrement. Donc, au CES de l'année dernière, ils ont annoncé leur 8 cœurs. Au Computex, ils ont annoncé leur 16 cœurs. Donc, du coup, peut-être qu'au CES
de 2020, qui est donc dans pas si longtemps au final, peut-être on aura l'annonce officielle des, euh, des 64 cœurs. C'est énorme, je trouve ça juste énorme. Voilà. Donc voilà, on aurait sûrement du 48 cœurs et du 64 cœurs qui arrivent avec respectivement 72 et 128 threads. Voilà, ça arrive. Effectivement. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Parce que Ça là, arrive. on est encore en Ouais. train. Enfin, là, on dit que c'est des rumeurs et tout, mais il y a rumeurs et rumeurs. Ça, c'est le genre de truc que si ça C'est arrive pas cette année, presque c'est qu'ils sûr. sont si ça arrive pas cette année, c'est qu'ils sont en retard et c'est que ça arrivera l'année prochaine. Mais ça arrivera, dans tous les cas. Je pense Mais que ça arrivera. là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Exactement. Du coup, on va parler rapidement excusez-moi, le micro a bugué. Des petits MacBook Pro 16 pouces. Non, tu as sauté une news. On va parler des chiffres AMD. Et oui, parce que on n'a pas parlé Ah un petit peu de mince. leurs résultats Ah là de là. l'année. Donc les résultats de l'année pour Ah, AMD. mais je pense que les résultats de l'année, on les connaît, hein. Alors c'est assez incroyable parce qu'en plus on a l'évolution depuis 2016. Donc là on a la part de marché sur les desktops, donc les bureaux, enfin les PC de bureau, les PC fixes. Donc au troisième trimestre de 2016, ils étaient à seulement 9%. Au troisième trimestre de 2019, soit 3 ans plus tard, ils ont doublé. Voilà, ils sont à 18% de part de marché. Côté serveur, ils sont passés littéralement de 0 à quasiment un bon 4%. C'est très bon dans le sens où les parcs serveurs se renouvellent pas régulièrement, donc c'est une bonne progression. Et côté mobile, pareil, ils sont passés de rien à 14%, c'est propre. Et voilà, globalement, ils ont vraiment pris des grosses parts de marché, et c'est pour ça qu'on en parlait, mais Intel a peur, surtout côté desktop, 18% ça reste énorme, parce que avant Intel avait le monopole, littéralement, ils avaient quasiment 90%, 99% même, Euh, et ils avaient Si je peur, peux quoi. me permettre, tu retires Apple, tu retires les workstations à plusieurs milliers d'euros signés Dell et tout, qu'on retrouve dans tous les studios d'Hollywood chez tous les professionnels. Tu retires les petits papis qui savent pas ce qu'ils achètent et qui veulent Intel parce que ça fait 20 ans ils achètent du Intel. Tout le monde achète AMD au final. C'est presque ça le truc et C'est pas faux. c'est ça qui fait peur Intel. Parce que quand on parle de part de marché, on parle des produits entre guillemets «en cours d'utilisation». On parle pas en termes de vente. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que sur les ventes, AMD fait peut-être déjà 2 fois plus que Intel. C'est pour ça que Intel commence à flipper quand même, comme il faut. On sait qu'Intel, Voilà. on en a parlé la semaine dernière, mais Intel a clairement avoué que AMD était en train de passer devant. Donc ouais, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est fou de voir ça. Genre, on est en train de voir le champion historique se faire dépasser par quelqu'un qui était un peu AMD, qui était un peu à la traîne jusqu'au Ryzen en 2016, et qui maintenant a fait des évolutions technologiques assez énormes, et qui est en train littéralement qui passe devant. Et c'est assez fou de voir ça, je trouve, personnellement. Donc ouais, c'est assez sympa en tout cas. Mais oui, Ouais, AMD assez a clairement incroyable. pris beaucoup de parts. Bon, du coup, oui, tu vas cette fois nous parler de ton MacBook Pro 16 pouces, puisque tu aimes bien les Mac. Je suis assez fan de Apple, c'est vrai. Je vais avouer quand même que j'ai pas été voir le prix. J'ai pas eu cette présence d'esprit, mais ça doit être encore incroyable. Enfin, quand il remplace les MacBook Pro 15 pouces, qui étaient déjà vendus plus que 2 000 €, c'était déjà assez élevé. Là, maintenant, l'idée, je vais faire le petit tour des nouveautés. Plus d'écran 15 pouces, un écran 16 pouces de 3072 par 1920 pixels, donc toujours une résolution de 226 ppp, donc pixels par pouce. C'est un peu la marque de fabrique Apple. On vous fait on privilégie le pixel par pouce, ce qui permet de, heu, alors c'est vrai sur les iPhones et sur les iPads de ne pas voir les pixels à l'œil nu. Sur Mac, je ne sais pas, parce que je me rappelle plus, de combien est le PPP, des autres produits. Néanmoins que du coup le PPP ne change pas, c'est seulement la définition qui augmente. Bon, ça c'est, on s'en fiche un peu. Après ce qu'il faut voir, c'est que du coup on a gagné 25 de bord en haut et en bas et 35 sur les latérales. Sur les latérales vraiment c'est cool.
parce que c'est elles où on est vraiment, on se demande vraiment pourquoi elles sont là. Niveau config, ben, on a toujours un écran P3 True Tone, super écran, encore mieux contrasté, encore plus lumineux. Voilà, c'est cool. Niveau config, performance, touj encore plus pro qu'avant, si je puis dire. C'est-à-dire plus cher du coup, mais des petits i7 et i9, de 8e génération à au moins 6 cœurs, donc voire 8 cœurs, toujours en 14 nanomètres parce que c'est du Intel. Mais voilà, le plus gros i9, c'est 8 cœurs 16 threads. Pour du portable, pour un Mac, c'est vraiment cool. Donc c'est un i9, 9880H à 2,3 GHz et on a un petit 16 gigas de DDR4 de RAM, donc voilà. Ça reste, voilà, c'est une petite évolution en soi, hein. Sur Geekbench, on a des scores, de 28 000 en multicœur, enfin c'est franchement, c'est même chez des concurrents, qui seraient sous Windows, c'est voilà, c'est des chiffres délirants, mais je vais le redire, malgré tout, c'est aussi un prix délirant, donc voilà quoi. On peut parler rapidement du SSD qui est toujours, au top. Là franchement, dans les MacBook, c'est vraiment ce qu'on peut le point qu'on peut pas critiquer parce que, c'est pratiquement impossible de se faire une config soi-même et d'avoir un SSD, aussi rapide que celui des MacBook. Parce qu'ils ont un taf logiciel derrière, qui accélère encore le truc, enfin voilà, franchement, il est créé pour bouffer de la 6K, même peut-être de la 8K, hein. Derrière, si vous prenez, le petit GPU intégré, c'est du, AMD génération Navi, donc les Radeon Pro 5300M et 5500M qui sont en 7 nanomètres, qui ont 4 ou 8 gigas de GDDR6, donc ça carbure, de fou. Donc voilà, je ne sais pas, si tu en penses quelque chose, Jérémy? Bah, comme tu as dit, le prix est élevé, mais pour le coup, bon, il est pas totalement justifié, mais ça reste quand même un très bon produit. Et puis, on sait la finesse enfin, les finitions qui sont vraiment très propres chez Apple. Et ouais, je regarde un petit peu, mais effectivement, on a vraiment des gains. On a du 7 nanomètres. C'est full AMD, je crois, du coup. Il n'y a pas d'Intel. Si le Proco est peut-être C'est chez le Intel, c'est Proco, ça? hein. Le Ok, Proco, c'est du i7 ou du i9. mais la partie graphique est chez AMD, ce qui est Ça d'ailleurs fait quelques assez. années, hein. Ouais, mais c'est Non, non, ça assez. fait, ça doit faire C'est un, 10 ans. c'est un truc qui me fait assez. Enfin, qui me fait assez. Enfin, qui me questionne un peu parce que Nvidia est quand même un peu devant. Mais je pense que vraiment ils visent le rapport qualité-prix là. Et du coup, effectivement, AMD est devant. Bah, c'est pas qu'ils visent le rapport qui a été pris, c'est que AMD, pour faire du custom, ils sont toujours présents. Ouais, Et c'est vrai. AMD, au fil des années, c'est devenu un gros partenaire pour Apple. Du coup, ils vont pas les quitter. Surtout qu'AMD commence vraiment à faire de la très bonne cam. J'ai oublié de le Ouais. dire aussi, mais sur ce MacBook Pro 16 pouces, c'est la fin du clavier papillon qui a un peu fait débat parce que il y avait beaucoup de soucis. Retour au clavier chiclette, je crois que ça s'appelle, ciseaux, classique. Alors, je dis classique, c'est pas tout à fait vrai. On n'est plus sur l'ancienne course de 1,6 mm, on est sur une course de 1 mm. Ce qui fait que en reprenant un système à ciseaux classique, en réduisant encore la course, ce qui est quand même un exploit, parce que c'était quand même l'avantage du papillon, on se retrouve à se rapprocher du confort du clavier papillon en gardant la robustesse du clavier ciseau. Parce qu'en 3 générations de clavier papillon, quand je dis 3 générations, ça veut dire 3 fois des claviers différents. Hem, Apple n'a pas réussi à totalement corriger les problèmes et bon, je pense que du coup, ils vont encore cohabiter, quelque temps, le papillon et le ciseau, mais d'ici quelques années, on retournera à du ciseau parce que, pour l'instant, au final, Apple n'a pas réussi à faire mieux que ça. Il y a Donc toujours la voilà, petite après, barre magique au-dessus. J'aime bien, moi. ouais, la Ça, j'aime Magic bien. Touch Bar, Je trouve ça assez bah, stylé et sympa. J'aime bien, ça elle rapporte un est truc. vraiment stylée, vraiment cool. Elle souffre de problèmes, d'intégration logicielle, chez les développeurs qui la boudent un peu, mais bon, Ouais, mais en tout cas, elle permet de faire des trucs assez incroyables. ce nouveau clavier s'appelle Magic Keyboard et effectivement, c'est un clavier ciseau. Voilà. Bah, ça, par contre, que je trouve pas ça très bien, parce qu'on a déjà des Magic Keyboard,
sais, Bluetooth. Ouais, effectivement. Enfin, si tous les claviers s'appellent Magic Keyboard, voilà. Ouais, c'est Magic Keyboard, ciseaux édition. T'aurais pu l'appeler le High Keyboard, le Mac Keyboard, enfin, pourquoi Magic? Encore rajouter de la confusion. C'est un peu dommage. Ah là, je crache un peu dessus parce qu'il est quand même vendu à partir de 2700 €. C'est vrai, ça va faire un peu mal au portefeuille. Mais bon, Voilà. faut savoir ce qu'on Je veut. lui crache dessus parce que j'en ai très très envie et que je ne pourrais pas l'acheter avant quelques années. Ça te fait un peu baver. Justement, bah, Apple, clairement. du coup, a annoncé également ses nouveaux Mac Pro, enfin un nouveau Mac Pro en l'occurrence, qui serait lancé en décembre. Alors c'est pas, enfin, c'est le nouveau Mac Pro qu'on attend depuis la WWDC, donc en juin. Oui, le grappe fromage, ouais. C'est comme ça que je l'appelle. Si tu veux. Donc qui va enfin sortir en décembre. Donc enfin, ça fait un moment qu'on l'attend. Après, sur un produit comme ça, c'est normal qu'on l'attende longtemps. En réponse avec les nouveaux MacBook Pro, il y a eu une petite amélioration de certains points. Par exemple, le SSD, le maximum, c'est plus 4 Tera, c'est 8 Tera. Parce que le MacBook Pro 16 pouces, le maximum, c'est 8 Tera. Du coup, forcément, sur la machine la plus pro de la marque, il faut s'aligner. Mais voilà, toujours des trucs incroyables. Enfin là, à partir de 6 000 $, j'ai même pas envie de vous détailler ce qu'il y a dedans. Genre, ça sert à rien. Attendez, il y a un truc important quand même. Le trépied, enfin le pied, il vaut quand même 999 $. Oui, l'écran qui est vendu 3 000 ou 4 000 $, je sais plus. Ouais, c'est ça. Il vaut 4 999 $ sans pied. Donc faut remettre 999 $. Ouais, plus avec 1 000 le pied. $ de pied. Bon, après, ça fait cher le pied j'en quand avais même. parlé il y a quelques temps. Oui, ça fait cher le pied. Pour le pied, je suis un peu d'accord, c'est un peu cher. Qu'il soit vendu en option, je comprends, parce que Oui, on est l'accroche au mur. Hein. bah, c'est ça, il va finir accroché au mur ou sur des méga bras articulés là. Parce Ouais, que ouais, je vois clairement, très ça bien. va pas enfin, c'est pas pour. Enfin, le but, c'est pas de se retrouver chez Monsieur Tout le Monde. Oui, c'est C'est pour ça clairement pour les aussi gros que. studios. Donc voilà. Et après, l'écran à 5 000 $, ça peut paraître aberrant pour certaines personnes, mais il y a des studios où un écran à moins de 1 000 $, c'est pas un écran. Et même à 1 000 $, Ils sont pas il contents. y en a pour. Ils achètent ils ont des sondes à 1 000 $ aussi. Autant acheter un écran 5 000 $ et pas avoir besoin d'utiliser la sonde pour le calibrer. Ouais. Donc voilà, on Ouais, est sur du moi matériel de autant, pro. Voilà. autant le prix de l'écran me choque pas vraiment. C'est vraiment le prix du pied. Ouais. Je trouve ça vraiment incroyable. Genre, l'écran, bon, bah ouais, c'est sans aucun doute un super écran, y a pas de problème. Mais alors le pied. Ouh. Voilà, enfin bref, ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, tout ça, Mais ça voilà. arrivera en décembre. Donc une config de psychopathe qui enfin est commercialisée. Ouais, enfin. Ça fait un moment Voilà. qu'on l'attend. Je te repasse le micro. Oui, parce que je parlais du concurrent direct qui est Windows, hein, Windows 10, Microsoft. Tout simplement, on va parler un petit peu de la mise à jour de novembre 2019. Alors voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler des mises à jour Windows majeures, parce que des mises à jour, si vous avez un Windows, vous savez qu'il y en a à peu près tous les jours. Voilà, et c'est chiant, vous devez attendre, etc. Bon, cette mise à jour-là, c'est la dernière de l'année, qui est la dernière grosse en tout cas, et il y a... C'est beaucoup d'optimisation, etc. C'est vraiment beaucoup de ça. Il y a quelques trucs intéressants toutefois. La première, c'est que au niveau de la page d'accueil, vous pouvez utiliser un autre assistant vocal que Cortana. Vous pouvez mettre Amazon Alexa, par exemple. Ça, c'est cool, pour le coup. Moi, ça, j'aime bien. Après, faut voir, j'ai pas la mise à jour encore, mais à voir comment ça s'intègre, à voir comment ça marche. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il y a eu des améliorations au niveau de tout ce qui est agenda. Maintenant, vous pouvez ajouter facilement des tâches depuis directement votre zone de notification en bas à droite, là où il y a la date et l'heure. Pareil, intéressant, ça peut être pratique pour ceux qui rajoutent régulièrement des événements. Mais voilà, globalement, il n'y a pas plus que ça. Et c'est vraiment assez light. Et voilà, ah si, il y a un truc un peu important pour finir. Au niveau de quand vous ferez une recherche dans l'explorateur, maintenant ça prendra en compte votre compte OneDrive. Ils ont changé le système de recherche, maintenant c'est basé sur Windows Search, alors qu'avant c'était un autre truc. Et maintenant du coup, si vous recherchez un fichier, ça prend également dans votre compte OneDrive.
Ça peut être utile, je pense, pour certains. Pourquoi pas? Moi, par exemple, j'ai un compte OneDrive avec l'université où je stocke mes documents. Donc ouais, ça peut être assez intéressant, je pense. Mais en tout cas, mise à jour qui permet de stabiliser, de patcher plein de problèmes, etc., comme d'habitude, et avec quelques nouveautés. Mais ce qui est important à noter, c'est vraiment les optimisations et quelques petits nouveaux trucs. Voilà. Voilà, on en a fini avec tout ce qui est partie PC. Voilà, il y avait un petit peu de choses. Maintenant, on va parler un peu d'économie avec Libra et la crypto-monnaie. Oui, Libra, alors on va faire rapide. Mon micro il bug pas, c'est bon? Non, c'est bon. Ok, on va faire rapide sur Libra. L'Europe, l'Union Européenne, a juste dit on veut pas de Libra parce que on a peur que les GAFA et toutes les autres grosses compagnies super puissances, comment dire, aient trop de pouvoir. Parce que imaginez Facebook qui contrôle déjà beaucoup de choses via son réseau social. Si en plus il contrôle l'économie via Libra, voilà. Alors que Facebook était prêt à se retirer de Libra. Donc le projet est un peu. Enfin, je suis en train de me dire que le projet est en train de mourir. Après, en Europe en tout cas, parce que dans les pays émergents, il y a moyen que ça se développe, mais si ça se développe que là-bas et que c'est pas cross-platform avec nous, c'est un peu embêtant. Après, l'Europe, du coup, a laissé sous-entendre qu'il y aurait peut-être une crypto-monnaie européenne. Moi, je vais donner mon avis là-dessus. Si ça sort, ce sera dans une bonne centaine d'années. Ouais, c'est sûr que, à mon avis, ça va prendre un peu de temps, hein, clairement. Non, C'est mais pas leur priorité, surtout. Déjà, de quand base, on et puis voit que bon, bah. quand on voit que l'État français a laissé Parcoursup se faire en Java, si vous connaissez un peu le dev, ils sont pas Ouais. encore prêts de créer des blockchains et des crypto-monnaies. Hein. C'est pas encore à leur niveau. C'est vrai qu'un site internet en Java, c'est quand même. En Java pur, hein, on parle bien de Java. Genre, le serveur tourne sur Java. C'est vrai que c'est pas du JavaScript. Ça, c'est pas pareil. C'est pour Oui, ça. c'est-à-dire Bon, voilà. aujourd'hui le truc le plus lent du monde. Ouais. Ouais. Surtout pour du web où c'est censé être rapide. Enfin, bref. Ouais, du coup, Donc ouais, l'Europe qui voilà. veut créer la sienne et. Ouais, il y a pas grand chose à rajouter de plus, hein, globalement. Mais Ouais, effectivement, voilà. c'est. Et du coup, je pense que c'est la dernière fois qu'on parlera de Libra parce que, enfin, voilà, ça devient. Franchement, je suis un peu anti Facebook. Genre le fait que c'était édité par Facebook, ça me faisait un peu chier. Euh, j'ai gardé de l'intérêt pour le projet parce qu'il y a quand même moyen de faire des trucs cool. Il y a eu des annonces intéressantes et là clairement, bah, c'est en train de mourir. Et je vois Bah, pas. surtout qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont partis au fur et à mesure, etc., hein, donc on en avait parlé déjà, donc. Ouais, en final, Voilà, on l'a l'idée vu c'était d'avoir mourir. une monnaie que tout le monde soit d'accord, enfin que les grands acteurs soient d'accord pour la gérer, ce qui aurait fait une bonne alternative à des monnaies totalement décentralisées. Et là, bah, là, au final, s'il y a plus personne dans le projet, que l'Europe n'en veut pas, que les États-Unis, émettent des réserves aussi, Ouais, voilà, c'est enfin, clair. le projet n'a clairement plus d'intérêt Exactement. et c'est à là que je voulais en venir. Du coup, je vais te laisser, Jérémy, reprendre la parole pour nous parler de Google Stadia qui lance pas beaucoup de jeux Ouais, alors Google pour le lancement. Stadia, ça fait en vrai un petit moment déjà que ça a été annoncé, et donc il va être lancé le Ils 19 ont plusieurs mois de novembre. retard, hein. Ouais, donc le 19 novembre, c'est-à-dire en fait la veille du prochain Infotech. Donc, le seul. Alors, outre, Google Stadia a forcément encore plein de petits soucis, et en plus, on ne sait pas trop encore comment ça va fonctionner avec des connexions, etc. Enfin bref, même s'il y a des tests, etc., que Google a publiés. On sait juste qu'il y aurait seulement 12 titres qui seront disponibles au lancement. C'est vraiment très peu. Faut savoir qu'en plus, alors moi je vais mettre enfin je vais un peu exposer mon problème avec Google Stadia pour l'instant, c'est que bon déjà il faut payer un abonnement. Bon, ça revient un peu à payer si on prend un Shadow par exemple. Bon, ça me dérange pas plus que ça si c'est un service de qualité. Je pense que ça va être un service de qualité. Seulement le truc c'est que vous allez devoir acheter des jeux en plus. Sur Google Stadia, les jeux, vous n'allez pas pouvoir genre avoir Steam avec des promotions de temps en temps, etc. Les jeux vont toujours coûter
à fond le prix. Enfin, c'est clair que ça va prendre quelques années à chaque fois pour que les jeux descendent en prix. Et surtout, les jeux que vous achèterez sont uniquement pour Google Stadia. Et Google Stadia, si demain ça s'arrête, et Google est un peu du genre en mode ok, je lance au mur, je vois ce qui s'accroche, et puis ce qui s'accroche, bon, garde, et ce qui tombe, bah, j'arrête. Il y a beaucoup de choses qui ont arrêté par le passé. Bah, si vous payez un abonnement plus les jeux et que dans 1 ou 2 ans, Google Stadia ça s'arrête, vous perdez tout. À moins que Google revienne, etc. Mais je pense qu'ils vous rembourseront pas. Donc ouais, Google Stadia, j'ai vraiment beaucoup de mal encore à me dire ouais, ça va être bien. Pour l'histoire des prix des jeux, pour l'histoire de est-ce que ça va durer, pour l'histoire de des connexions. Alors même si aujourd'hui, bon, apparemment Google dit avoir vraiment bien optimisé. Mais bon, voilà, on verra bien. Et il y a quand même quelques jeux qui devraient arriver avant la fin de l'année, mais ça reste pas en soi énorme. Hein. Vous pouvez voir, il y a quelques trucs là, il y a cette liste là qui va se rajouter aux 12. Mais quoi, on va arriver à une vingtaine, pas plus. Donc c'est dommage. Moi je trouve ça un peu. Google Stadia, c'est clairement pas un truc où je vais sauter dedans. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Thomas. J'ai un avis un peu plus partagé parce que je me dis que Google, vraiment, là, ils sont en train de lancer un vrai truc et que je pense que ça durera. Après, on peut pas avoir de certitude. C'est vrai que le catalogue est faible, c'est dommage. Il manque des jeux. Il y a des jeux qui étaient, qui ont été annoncés qui étaient prévus pour le lancement et dont on n'a plus de nouvelles, genre The Crew 2, Destroy All Human, Doom, The Elder Scrolls Online et 2 autres, que je ne connais pas et que je pense qu'ils sont un peu moins connus. Mais voilà, dans les jeux qu'on va avoir, il y en a quand même vraiment des cools, hein. Il y a Destiny 2 qui sera inclus avec l'abonnement pro, sachant que il faut forcément avoir l'abonnement pro pour, être dans l'ouverture qu'il y a là. Il y a Mortal Kombat, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, tout ça, Shadow of the Tomb Raider. Ça, le truc, c'est que oui, il faut les acheter en plus. Il y a pas les promos Steam, il y a pas le fait que, ta bibliothèque, ça soit Steam et que du coup, quand tu changes de système, tu gardes tes jeux. Parce que c'est comme ça que je kiffais sur, Shadow et que j'ai un peu mis en avant la semaine dernière. C'est que Shadow, tu as ton abonnement, c'est un PC qu'on te fournit. C'est-à-dire que derrière, ta bibliothèque de jeux, tu l'as choisie. Là, Ah ta oui, c'est bibliothèque de clair. Ouais. jeux, tu la choisis pas et bah, tu l'as dans l'os, j'ai un peu envie de dire. Et Ouais. pareil, où est Fortnite? Je suis désolé, mais il y a beaucoup de Ça, moi c'est moi vrai, ça. le jeu enfin, personnellement, le jeu me saoule, mais je ne peux pas, renier sur le fait que surtout là avec la saison 11, partie 2 du coup, je sais plus trop que c'est quoi Ouais, la c'est le dénomination parce que je m'intéresse chapitre plus trop 2, au sujet. saison 1. Chapitre 2, voilà. Parce que je m'intéresse plus trop au truc, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de Fortnite et ils vont jouer à quoi? Oui, ils vont kiffer Red Dead Redemption, pour ceux qui sont ouverts sur les jeux un peu gros. Il y a Assassin's Creed Odyssey, mais bon, c'est pas le meilleur jeu du monde, enfin, c'est pas le meilleur AC, quoi. Il y a Destiny 2 qui est inclus avec le, Pro. Destiny, ça peut être cool, mais je connais des joueurs de Destiny, c'est pas les mêmes joueurs que Fortnite et ces joueurs-là, ils sont encore très confortables avec leur propre machine et c'est pas eux qui vont passer sur Stadia tout de suite. C'est surtout ça et je suis là enfin voilà. C'est Donc faut- il y a quelques incohérences. On en reparlera dans 1 an, peut-être que ça aura évolué, mais bon. C'est pour ça Enfin, que je sais pas moi, si c'est ton pour ça avis que évolue. ça me fait peur, quoi, tu vois, genre. Je veux dire, il y a des gens, ils vont pas passer sur Stadia du jour au lendemain, surtout qu'aujourd'hui, en vrai, on peut avoir des bons PC pas trop chers, ils font tourner pas mal de choses. Et je veux dire, il y a des gens, ils vont faire le calcul, si vous achetez des jeux assez régulièrement, vous allez plus partir sur un PC qui à mettre un peu plus d'argent et avoir des jeux beaucoup moins chers que sur Stadia, par exemple. Et Après, surtout, vous aurez un enfin, c'est catalogue beaucoup compliqué plus parce que grand. tu pas la même qualité non plus. Oui, et puis vous pouvez pas jouer partout, etc. Il y a plein d'arguments qui se valent, etc. Mais je ferai clairement pas partie, en tout cas, de ceux qui achèteront Oui, Stadia dans un premier temps. Oui, effectivement, mais dans un an, on verra. clairement, je reste sur mon idée que, Shadow est mieux. Oui, Peut-être que enfin, plus intéressant, je pense. Stadia, peut-être que, si tu es joueur, pas trop régulier, que tu achètes rarement des jeux, te coûtera moins cher qu'un Shadow, mais tu seras jamais aussi à l'aise que sur un Shadow et de ce que je vois,
personne n'a l'ambition de faire ce que Shadow fait. Tout le monde veut faire du cloud gaming. Personne, je vais nuancer juste après mon propos, personne ne veut donner un PC dans le cloud pour jouer. Parce qu'il y a des Tout à solutions qui fait, ouais. existent, mais c'est pas des configs gamers. Ouais, Donc voilà. ça va. Tu nous parles un petit peu de Steam, qui justement, on continue dans le cloud, qui pourrait lancer son offre de cloud gaming pour contrer Stadia. Alors, en fouillant dans les codes du site, je cite l'article de 01net, on aurait trouvé une phrase adressée aux éditeurs et studios qui laisse planer un petit doute. Hem, En gros, il y a une idée que, quand on utilise Steam, quand les éditeurs utilisent Steam, ils adhèrent et ils acceptent l'utilisation de Steam Cloud Gaming. Il y a rien de confirmé, hein, mais c'est un peu explicite quand même. Steam Cloud Gaming. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça fait référence au système de sauvegarde en ligne? Ou est-ce qu'on a un service de jeu cloud qui arrive? Bonne Il question. y a des doutes. Sachant que, le système de sauvegarde, ça fait déjà quelques années que c'est en place. L'idée, c'est que, il y a de fortes chances que ce soit un nouveau truc. Ce qu'il y a chez Steam, c'est que les infrastructures réseau de Steam, elles sont déjà très, très propres, très, très solides. L'offre de jeux, Gigantesque. comment tu non, enfin, qui peut faire un service de streaming de jeux autre que Shadow qui te donne pas accès à des jeux, mais qui te donne accès à un PC, où tu as autant de jeux disponibles? Personne. C'est pas possible. Genre, il va manquer quoi? Fortnite. Je vais encore, enfin, je vais me répéter, mais les jeux exclusifs, Epic et Ouais, voilà, c'est ça. les jeux, genre, les vieux jeux quoi, où il te faut vraiment des trucs un peu spéciaux. Mais, genre, tu as les bibliothèques Steam, tu as accès à tous les jeux Steam. S'ils sortent vraiment un truc, si avec des technologies comme, le Steam Link, que tu peux mettre sur ta télé et tout, enfin, je sais pas ce que t'en Ouais, penses, c'est hein, pas. mais, En fait, je pense clairement, ils que. sont capables, Oui, ils Stadia sont peut capables. survivre si Steam se lance, mais niveau offre de jeux, Steam sera au-dessus. Pour moi, ils sont largement capables de le faire parce qu'effectivement, ils ont tout ce qu'il faut au niveau infrastructure, en tout cas réseau. Après, oui, il y a toujours l'histoire des technologies qu'ils vont utiliser, etc., comment ça va marcher. Et surtout, un truc, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence là-dedans. Alors oui, il y a Stadia, oui, il y a Shadow, mais il y a aussi le projet GeForce Cloud, xCloud. Nvidia. Il y a xCloud qui Cloud. arrive de chez Microsoft et qui est d'ailleurs entré en phase bêta. Donc ouais, c'est... Genre, il y a Il y a des moyen... partenariats entre Microsoft et Sony. Ouais, c'est pour ça. Pour moi, Encore rien encore n'est plus ouf, hein, impossible. donc, Rien n'est impossible. Et honnêtement, ça on a une m'étonnerait ère de pas. changement. Pour moi, On c'est est dans étonnant. une ère de changement. Et de toute façon, on va en parler juste après dans la news, mais selon, enfin en tout cas, beaucoup de gens s'accordent à le dire, mais la prochaine génération de consoles sera la dernière où vous aurez, enfin, sera en tout cas celle où vous aurez les jeux encore sur votre console. La dernière de jeux physiques. Ouais. Après, De ça sera terminé. puissance physique chez soi. Ouais. Vous aurez toujours, Donc, je pense, un petit boîtier de console, mais enfin bref. oui, ils vont Du coup, vendre des justement, boîtiers, que sur le boîtier, tu n'auras pas accès à la plateforme, mais bon. c'est Je clair. te laisse continuer. Parlons de la PS5 justement, du coup, la prochaine génération. Donc, selon les dires d'un développeur, la PS5, ça serait plus juste une évolution de la PS4 qu'une vraie révolution. Il s'explique, et c'est assez intéressant. Pour commencer, le SSD. Bon, ouais, c'est mieux. Mais à part les écrans de chargement, ça augmentera pas tant les performances que ça. Bon, ok, ça va permettre de charger le jeu plus vite. Mais ça reste quelque chose que il expliquait, sur PC on a déjà, et globalement, ça va pas révolutionner quoi que ce soit. Ça va être mieux, ça sera l'évolution logique, mais ça sera pas une révolution, c'est pas quelque chose d'incroyable, d'inédit, etc. En outre, on parle évidemment des processeurs. Oui, ça va être bien, on va passer en 7 nanomètres avec justement les Zen 2 de chez AMD, etc. Mais c'est tout, ça reste une mise à jour, entre guillemets, des processeurs qu'il y avait dans les PS4 en l'occurrence. Donc,
En plus, il y a beaucoup de jeux qui tournent déjà très bien sur les dernières, en l'occurrence, par exemple, si on prend les PS4 Pro, etc. Ils ont déjà ce qu'il faut, et même en mémoire, etc., ils ont ce qu'il faut, donc ça va être mieux, mais ça sera pas une révolution. Ça sera juste une mise à jour, une évolution logique. Voilà, c'est ce qu'il précise. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que là-dessus, il a pas tort dans le sens où, ouais, c'est clair, ça va être beaucoup mieux, ça sera, on va dire, vraiment, ça sera plus performant, etc. Mais est-ce que ça va pour autant révolutionner quelque chose, à part s'il y a des gros changements logiciels de la part de Sony en l'occurrence, et vraiment des grosses optimisations? Bah pas vraiment, surtout qu'il n'y a pas des nouveautés à tomber par terre, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Thomas, justement, de cette nuance entre évolution et révolution pour la prochaine génération. Je pense que déjà sur la PS4, ils ont fait un choix qu'ils auraient pu ne pas faire. C'est une question de génération de consoles, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, avant, quand on faisait une nouvelle console, on repartait de zéro. Il fallait tout recoder de zéro, le système d'exploitation, parce que la plateforme matérielle était totalement différente. Du coup, les jeux étaient pas forcément rétrocompatibles. Il y a eu des exceptions, je pense par exemple, je prends l'exemple rapidement de Nintendo. Nintendo, la Wii, pour lancer des jeux GameCube, heu, exécutait un émulateur. La Wii U, pour lancer des jeux Wii, exécutait un émulateur. Ça veut déjà Ouais. tout dire. Après oui, par exemple, entre la NES et la Super NES, bon là ça date, il y avait pas besoin enfin il y avait pas de système d'émulation, ça tournait, mais la plateforme était très proche, heu, mais les consoles étaient très proches aussi en âge, ce qui explique, le fait que c'était beaucoup plus facile parce que le matériel était très proche. Là aujourd'hui, nos consoles, elles ont une architecture de PC, Ah oui, c'est exactement comme un clair. PC, exactement la même chose que dans un PC, contrairement à il y a 15 ans où nos consoles avaient pas exactement la même chose que dans nos PC. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une copie conforme d'un PC, c'est juste le système d'exploitation qui change. Ce qui fait que développer une PS5, ça se trouve, ils ont utilisé le même noyau que la PS4, ce qui leur a facilité beaucoup de travail et ce qui facilite grandement la rétrocompatibilité des jeux, ce qui fait que le développement est un peu accéléré, parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la PS5, oui, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, mais je pense qu'ils sont pas repartis à zéro, mais presque plusieurs fois. Parce qu'ils étaient en mode, finalement, c'est trop tôt pour la sortir, du coup, on va la repenser pour la sortir plus tard. Je pense que c'est Ouais. ça qui a dû se passer. Donc au final, oui, c'est une nouvelle gêne. Oui, on en a parlé rapidement avant, c'est sûrement la dernière gêne telle qu'on a connu, les consoles. Après, c'est un PC, un peu plus optimisé logiciellement parlant parce que, Windows, ça bouffe quand même. Avec des composants moins bien que dans le PC, mais faut le rapport qui était pris, quoi. Et voilà. Ben, je sais Ouais, pas c'est si, clair. tu Et as tu quelque le chose disais, encore à rajouter, mais ouais, c'est des PC, on l'a dit, et surtout, on prend l'exemple des Xbox, mais les Xbox, c'est Windows qui est dessus. Genre, clairement, vous pouvez carrément mettre Windows sur une Xbox, c'est-à-dire que c'est une version de Windows modifiée qui tourne dessus. Voilà, c'est juste une précision que je voulais parler. faut savoir C'est qu'il vraiment des PC, y a hein. des jeux développés pour Xbox qui sont 100 compatibles avec, Windows Windows, 10, hein, ouais. avec la Windows version 10, PC ouais. de Windows. Donc Ouais, c'est c'est pour pas le cas de ça, tous, genre les triple A auxquels vous jouez, ils sont pas compatibles comme ça, mais si ça a été enfin, il y a un système pour développer des jeux compatibles entre oui, toutes les plateformes Microsoft. c'est pour ça que c'est clairement des PC aujourd'hui, ça c'est vrai. Donc Voilà, voilà, on a c'est vraiment fini très avec différent. les consoles et les consoles dans le cloud. On passe maintenant un petit peu à du spatial avec Starlink qui lance 60 satellites de plus. Donc voilà, à partir de là, on va un peu accélérer, parce qu'on est presque à la fin et honnêtement, il y a pas beaucoup à développer. Donc la news, c'est que Starlink, donc le concurrent de OneWeb qui est édité par SpaceX, vient de lancer 60 satellites de plus, parce qu'ils en avaient déjà lancé 60, en mai. C'est
assez ouf. Donc je rappelle vite fait l'idée du projet, enfin Starlink et du coup son concurrent OneWeb que j'ai cité juste avant. L'idée c'est qu'ils mettent des satellites dans l'espace en orbite relativement basse pour nous donner un accès internet très haut débit partout sur la planète via satellite. Donc il y a un peu de ping, forcément, mais on a du débit de malade. Donc honnêtement, avoir le ping de la DSL et le débit, de la fibre, Ça enfin va. voilà, c'est pas non plus c'est pas enfin même pour jouer, ça nous empêche pas de jouer. Donc c'est ça qu'il faut savoir surtout partout dans le monde, c'est assez ouf. Après, SpaceX oblige. Je rappelle que c'est une société d'Elon Musk, parce que c'est important parce qu'on va beaucoup parler d'Elon Musk juste après. Enfin, on va encore parler d'Elon Musk juste après. Hem, SpaceX oblige, pour les lancements, Falcon 9, si je te le dis en français. La fusée qui réatterrit, il y a la petite, photo, tout en haut de l'article. Sachant que maintenant, il n'y a pas que le lanceur de la fusée qui réatterrit, il y a aussi la tête de la fusée. Donc c'est dans la tête qu'on met les satellites quand même, je rappelle. Donc voilà, globalement, la fusée, elle est réutilisable 10 fois. Il y a un morceau C'est de la pas mal. fusée qu'on ne peut pas encore récupérer, mais honnêtement, d'ici quelques années, on va pouvoir le récupérer. Donc c'est pour ça, ils voudraient lancer plusieurs milliers de satellites. Ça va être le bordel à gérer, dans l'espace, mais bon, ils y arriveront avec des intelligences artificielles et tout. Mais les coûts de lancement sont beaucoup moins chers qu'avant et on peut commencer à se permettre de faire des trucs comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'au final, il y a pas beaucoup de satellites actuellement dans l'espace. Mais bon, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve quand même qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ultra cool, genre bon, les satellites pour avoir internet, c'est cool, oui, indispensable, non. Les fusées qui se réutilisent, bon, c'est inutile aussi en réalité, mais vraiment, moi, ça me fait triper, la conquête Ah ouais, spatiale, non, je trouve ça c'est ça fou. Non, moi je pense que. Alors, Starlink, je suis vraiment. Enfin, je suis quelqu'un qui est un peu sceptique dans le sens où. Ouais, c'est très bien. Le truc, c'est que mettre autant de satellites en orbite, c'est assez. Enfin, pour moi, c'est pas super. On va perdre. Surtout, il y a beaucoup il y a la communauté scientifique qui se plaignait aussi du fait que avec autant de satellites, ça va être très difficile de pouvoir observer des choses de manière lointaine. C'est-à-dire qu'on sera obligé de passer par les satellites qui sont vraiment au-dessus de cette constellation au final. Donc, ouais, je suis un peu mitigé. Genre, ouais, c'est bien, mais c'est peut-être trop justement. Enfin, je sais pas. Comme tu as dit, c'est peut-être pas forcément ultra utile. Ouais, je pense après, ils qu'en sont mettre pas un petit extrêmement peu. brillants, hein. Ouais, mais ça en fait quand même beaucoup. Il y en a combien qui doivent être lancés? Je sais plus d'ailleurs. Je crois que le chiffre est juste Je sais pas, gigantesque, hein. j'ai vu pop un 10 000 un jour. C'est assez énorme. Rien d'assuré, mais 10 000 c'est sachant qu'on a genre peut-être au max du max, je sais plus exactement, mais on a peut-être 600 objets dans l'espace actuellement. Ouais, c'est pour ça, Ou c'est peut-être que 300. Je sais plus. Enfin là, c'est en train d'augmenter du coup, ouais, assez rapidement, mais c'est pour ça j'ai du mal, voilà. surtout qu'ils sont pas tout seuls. Il y a OneWeb. Ouais, il y a OneWeb euh, aussi et ils lancent leur propre satellite, j'imagine. Du coup, bah, ça bien fait, sûr. ça commence à faire énormément de satellites. Et peut-être trop. C'est pour ça, moi, je suis mitigé. J'attends de voir, mais je suis un peu mitigé là-dessus. Bon, après, c'est personnel. Chacun en pense ce qu'il veut. Voilà, ma petite page sur Donc l'espace terminée. On voilà, passe aux voitures. On va passer aux véhicules en on va général et on va parler commencer par un crash véhicules. Bah oui, test. parce Un que crash test des voitures il y a 3 électriques. articles de voitures et un article un peu différent. Crash test. En Allemagne, il y a un petit cabinet, j'ai enfin, si tu retrouves le nom, tu peux le dire, mais sinon voilà. En gros, ils ont fait crasher des voitures électriques pour voir si c'était plus ou moins dangereux que des voitures thermiques quand, il y avait des accidents. Ils ont pris une Zoé électrique, enfin la Zoé elle est forcément électrique et des Nissan Leaf. Donc, ils ont fait plein de procédures, assez, enfin faites pas ça en vrai parce que vous allez crever. Mais, C'est clair, hein, voilà pour voir si c'était plus ou moins dangereux. c'est d'écran, la petite boîte. OK. Bilan, il y a aucune différence. C'est-à-dire que tu prends, enfin, bien sûr, à niveau de conception d'équipement de sécurité égal, ça change rien, que ta voiture soit thermique ou électrique.
Oui, le poids est pas tout à fait, le centre de gravité est pas tout à fait au même endroit, mais du coup, ça change pas grand-chose. Oui, la voiture va pas rouler de la même façon, mais au final, les dégâts sont les mêmes, les dégâts sur ton corps sont les mêmes. Des accidents aussi violents, le résultat, de toute façon, c'est la mort. Donc, voilà. Après là, on n'en parle pas, ils ont pas parlé de Tesla, parce que Tesla, il y a quand même un truc un peu particulier, c'est qu'il y a beaucoup de développement sécurité chez Tesla, ce qui fait que, ils ont un niveau de bah, je crois de toute façon c'est facile, la voiture, la plus safe, je sais plus comment on dit en français, la moins Le plus, dangereuse, le plus sécurisé. la plus sécurisée, pour, protéger ta vie si tu as un accident, au monde, c'est, la Tesla Model 3 suivie de la Tesla Model S, suivie du Model X. Donc, les 3 Tesla occupent les 3 premières places. Après, hem, j'ai vu des commentaires d'Aurélien, on va revenir dessus après. Excusez-moi. Hem, oui, donc Tesla fait beaucoup de dépense beaucoup d'argent. Ils sont premiers. Derrière, c'est des trucs genre Porsche ou des enfin voilà, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de budget aussi. Enfin même beaucoup plus que Tesla et qui sont quand même derrière. Mais voilà. Du coup, exception Tesla, c'est vrai qu'on s'en fout que ta voiture soit électrique, ou thermique. Enfin, si tu as un accident, le résultat est presque le même. Je pense que j'ai un peu trop parlé de ça, un peu trop développé. On refait un petit peu sur du coup en arrière pour réagir un peu à ce qu'Astroray disait. Donc la Et bonjour réutilisation a Thomas un au énorme passage. impact. Ouais, mais je pense qu'il est reparti. Mais bonjour quand même. Alors, la réutilisation a un énorme impact sur le prix et la concurrence. Ça, on l'a dit, c'est clair. Cette constellation sera en orbite basse et ne gênera pas les observations spatiaux. J'en ai Tant parlé mieux. aussi. Mais je pensais que ça gênerait. Bon. Ah Enfin je sais bref. oui, je sais pas que ça gêne ou pas, mais j'ai dit que c'était en orbite basse. Apparemment non, bah tant mieux, à ce moment-là oui, c'est beaucoup plus intéressant, mais ça reste quand même beaucoup d'éléments. Actuellement il y a plus de 2500 satellites autour de la Terre et Starlink sera composé de 40 000. Ok, Oui, donc donc voilà, il me effectivement corrige. Merci Astoré. ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de satellites. Après, trop, selon moi, ça en fera trop. Et oui, effectivement, c'est SpaceX qui lance les Starlink, mais Starlink, enfin, ouais, c'est un peu la même tête derrière Oui, tout ça. Donc. on a fait des confusions, pour le dire. Après, je pense que tout le monde avait compris parce j'ai précisé au début quand même que c'était, SpaceX qui lançait les fusées. That's a lot of damage. Oui, oui, Pas ça facile. fait 40 000, c'est énorme. Mais, voilà, enfin, on verra, ce que l'avenir nous réservera parce que peut-être qu'au bout d'un moment, toutes les autorités de la planète vont faire: En fait, non, on s'arrête là». Ouais, Et c'est ça. donc voilà. C'est le site de votre arti Oui, ah! oui, oui, C'est 0,1. 01net qui Ouais, mais bah, c'est c'est pour là être où plus c'est direct. compliqué. Oui, ah oui, par contre, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, tu as pas totalement raison. Désolé Aurélie Astroray. Heu, SpaceX s'occupe de lancer les fusées. Maintenant, Elon Musk qui envoie sa voiture dans l'espace, c'est pas enfin, tu as le droit de dire que c'est Elon Musk qui envoie sa voiture dans l'espace. Tu es pas obl enfin, tu es pas tu enfin, comment dire? Tu peux raccourcir, quoi. Tu peux faire un raccourci. C'est même pas, vraiment un raccourci parce que, Elon Musk a payé pour envoyer sa voiture dans l'espace. C'est pas aux frais de, enfin, Ouais. Elon Musk a payé SpaceX. Bon, ça, Oui, ça coûte voilà, en gros, cher, Starlink mais a fait voilà. sous-traiter par SpaceX, ouais, c'est ça en fait. Même C'est comme, si, au final, c'est la même maison mère. c'est comme si derrière Orange disait lance des satellites et on dit bah Orange a lancé le satellite alors que c'est pas eux qui l'ont lancé techniquement, c'est une autre société. Bon, je sais Bah, pas par qui Orange pour installe faire la ça. fibre, à aucun moment Orange installe la fibre, hein. C'est toujours des sociétés tierces, hein. Ouais, Orange exploite. Et voilà. Oui, Enfin bref. on passe du coup, on continue justement sur Elon Musk avec les Tesla qui dévoilent son pick-up électrique, qui va être dévoilé d'ailleurs le 21 novembre, soit le lendemain de notre émission. Oui, voilà, ça fait un moment qu'on l'attend, je me rappelle même avoir vu une vidéo assez incroyable, c'est une dame, je crois aux États-Unis qui avait, acheté une Model 3, qui avait découpé la Model 3 et qui avait
fabriquer un pick-up à partir de ça, enfin un truc assez ouf, hein, c'est incroyable. Là, en gros, on aurait enfin un vrai pick-up Tesla. Tesla, quand même, c'est aux États-Unis et une marque de voiture américaine qui fait pas de pick-up, Ouais, c'est pas une marque de voiture c'est américaine. c'est vrai que c'est un peu contradictoire, effectivement. Non, mais voilà, en fait, il y a Mustang aussi qui va nous faire un gros truc, électrique. Donc voilà, c'est Tesla, après je sais pas combien il va être vendu, ça va être, sûrement plus de 100 000 €, en mode, gamme de prix des modèles S et modèle X. Enfin surtout modèle X du coup, parce que je pense que ce sera une plateforme assez ressemblante. Mais voilà. C'est Donc Tesla, après. même ils ont le modèle Y, hein, qui est en dessous des 50 000 $, je sais pas trop. En fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas d'informations, à part, waouh, Non, Elon Musk a et enfin annoncé que, OK, on va faire une éventuellement le nom, Cybertruck. Cybertruck, voilà, c'est ça. Mais c'est à peu Est-ce qu'il près va tout. vraiment s'appeler comme ça? Je sais pas, hein, mais enfin, tout On comme, verra bien. Tesla, par contre, ça va mettre encore du temps à arriver parce que n'empêche le modèle Y, ça fait plus d'un an qu'il est annoncé, peut-être même 2 ans, et il arrive, en début d'année prochaine. Oui, bah ça sera début Donc voilà, 2021, c'est tout. le tracteur de semi-remorque, Tesla, il a été annoncé, presque en même temps que le modèle Y. Lui, on sait toujours pas quand est-ce qu'il sort. Mais C'est enfin une voilà. annonce. Assez cool et ben, on en reparlera, peut-être. Dans 2 semaines, probablement. Parce que du Donc coup, le 21, c'est le parce que lendemain. moi Tesla, ça me fait kiffer. C'est vrai que Tesla, c'est assez stylé. Bah, on continue chez Tesla, justement, qui prévoit de construire sa Gigafactory face à Berlin, qui donc prévoit de s'implanter en Allemagne, au final. Tesla qui a déjà, 2 gigafactories, aux États-Unis, 1 gigafactory en Chine, pour, le marché asiatique et surtout le marché chinois, en fait, pour produire des modèle 3 et modèle Y. Alors la gigafactory pour, remettre un peu en contexte, qu'est-ce que c'est? Heu L'idée, c'est que factory, c'est usine. Pourquoi gigafactory? Parce que on a déjà des usines très, très grandes et la Tesla construit carrément les plus grandes usines du monde. La plus grosse usine qui existe sur la planète, c'est une gigafactory, aux États-Unis qui produit des Tesla Model 3 et bientôt des Model Y. Enfin, les Model Y sont en cours et l'idée, c'est que, ça tourne pratiquement automatiquement. J'ai déjà visité une usine de voitures. Oui, les pièces de châssis sont déjà 100 automatiques, par exemple, c'est chez Peugeot, parce que ça demande des gros points de soudure et que, voilà, c'est un peu dangereux et puis, la machine va, 20 fois plus vite que l'homme. Des process qui étaient assez difficiles à totalement automatiser, genre mettre les roues, mettre, le pare-brise, de façon très, très alignée, heu, enfin, je sais pas ce qu'il y avait d'autre. Monter le volant, par exemple, c'était encore une action humaine avant. Là, l'idée, c'est vraiment l'usine fait tout, toute seule et on n'a plus d'ouvriers. On a que, des enfin oui, c'est encore des ouvriers, mais, c'est pas des ouvriers qui montent les voitures, c'est des ouvriers qui réparent les machines qui montent Ouais, les qui font de la voitures. maintenance, quoi. Voilà, et donc, il reste que, pratiquement que de la maintenance et des ingénieurs pour, que tout ça tourne, de façon millimétrée, parce que si c'est pas millimétré, ça tourne pas. Et voilà. Il y a eu quelques problèmes au début des Gigafactory, on nous a promis, que en 3 mois, elle ferait, 3 000 voitures jour. Au bout de 3 mois, elle en faisait, 200, mais aujourd'hui, ils sont à un rendement, de psychopathe. C'est pour ça que la modèle Y va bientôt arriver d'ailleurs. Parce que le rendement, ça y est, c'est lancé, les productions sont lancées, on va commencer à pouvoir livrer. Enfin. Donc voilà. Je sais pas si tu as un petit avis là-dessus? Bah, pas vraiment, parce que bah, c'est Tesla et ils sont toujours dans la démesure un peu quand même au final. Que ce soit par la taille des usines ou même leur process, etc. Donc, moi, rien ne m'étonne au final, hein, clairement. Voilà, c'est ça à mon avis, rien ne m'étonne chez eux, en tout cas. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé aussi, elle sera près de l'aéroport de Berlin, l'usine. Il y avait un petit truc du genre, un petit délire, elle aurait pu arriver en France. On sait pas pourquoi au final elle sera implantée à Berlin.
J'ai pas encore l'information, mais du coup, l'État français est un peu en déception parce que, voilà, c'est Tesla, hein, Ouais. ça aurait rapporté de l'argent, du coup, Ouais, voilà. mais justement, je pense qu'il y a une histoire de terrain et, à mon avis, de tout ce qui est taxes et impositions qui Ah doit peut-être, rentrer mais en de toute jeu. façon, en France, on est très mauvais client, on essaye de faire venir plein d'entreprises étrangères. On arrive à faire venir plein d'entreprises étrangères, mais on les garde pas, suffisamment longtemps. Ou alors elle C'est surtout délocalise ça. très vite, du coup, ouais. Ah C'est bah clairement le oui, cas. hein, je prends un exemple tout bête, Knauf qui fait des plaques de plâtre, heu, c'est une entreprise allemande qui s'est implantée en France et au final maintenant, tout ce qui est compta, gestion de vente et tout, c'est plus en France, c'est délocalisé en genre Pologne, Roumanie, tu vois un peu le délire? Ouais, mais Genre ça, on beaucoup continue de d'entreprises fabriquer le là parce font. que de toute façon la matière première est là, mais les trucs qu'on peut mettre ailleurs, on les met ailleurs parce que la France, Aime les il y taxes. a des taxes, le terrain ça coûte cher, les lois elles sont chiantes, enfin, Ouais, voilà quoi. c'est la France. On finit avec la New, c'est ça qu'on dit New New, je sais pas comment on dit, New. Enfin bref, Niu je crois, qui dévoile de j'avoue produits que je suis assez pas étonnants. sûr. Ouais. Assez étonnant, je sais pas si c'est vraiment le terme. Disons qu'ils ont mis NIO a mis à jour leurs produits, assez incroyables, donc c'est 2 scooters, le, MQI GT, enfin c'est un nouveau scooter, mais voilà, il remplace, des anciens modèles, qui a un moteur équivalent 125 cm3, qui, garde l'esthétique, que moi j'aime beaucoup, de la marque. C'est très à la mode, en tout cas en Asie de toute façon, on n'en voit Un pas peu beaucoup en France, mais rétro voilà. en fait, hein. C'est 100 électrique, hein, du coup je l'ai pas dit. Un moteur Bosch 3000 watts, donc ça déboîte. 70 km/h, de pointe, 55 km d'autonomie à 70 km/h, 95 km d'autonomie à 45 km/h et 135 km d'autonomie à 25 km/h. Autant dire que quand vous habitez en ville, genre, c'est le meilleur truc du monde. Enfin moi ça me fait triper, genre les véhicules électriques et tout, et on n'a pas d'informations de prix encore sur les nouveaux modèles, mais clairement par rapport à des équivalents, européens, je pense à par exemple Peugeot, il fait des scooters, ils ont un modèle électrique, il y a BMW aussi, ils ont un truc électrique. Genre NIO, c'est beaucoup moins cher. Bah oui, On peut mais comparer ça un peu aux trottinettes c'est clair. électriques. Les trottinettes électriques sont beaucoup moins chères, les marques chinoises que les marques européennes ou américaines. Ils Comme ont souvent aussi, finalement. le NQI GTS Pro qui est une évolution du NGT, heu, Ils s'entendraient bien avec Intel au niveau des noms. c'est un peu compliqué, en plus c'est des abréviations de trucs chinois, enfin voilà. Heu, Par rapport à l'ancien, c'est, plus d'autonomie, plus rapide. Parce que c'est la même idée, le gros moteur. Après, il y en a un peu moins puissant avec un moteur seulement d'équivalent 50 cm3, un moteur Bosch de seulement 1200 watts. Je peux vous dire que Trois c'est fois déjà rien. beaucoup. Une vitesse maximale de 45 km/h, une, capacité de 50 km, du coup à 45 km/h et 85 km/h à 25 et 85 km à 25 km/h. C'est beaucoup, suffisant, heu, un rapport qualité-prix très intéressant. Tu vas pas, rouler des milliers de kilomètres, mais quand tu es en ville, de toute façon, tu peux pas rouler des milliers de kilomètres. C'est un peu ça le délire, de toute façon, c'est des véhicules urbains, c'est la nouvelle mobilité urbaine. Et le produit un peu qui est étonnant, parce que jusqu'à maintenant, on n'en trouvait pas en France et même en importation, enfin, j'en ai jamais vu en tout cas. Ils nous ont présenté un petit vélo électrique. Alors, s'il y a déjà, si c'est une évolution de modèle qui existe déjà en Chine depuis, quelques années, il va être commercialisé en Europe et ça, c'est ça qui est, assez cool. Il a un design un peu futuriste, si Jérém vous le montre, bah, je crois qu'il vous le montre déjà. Oui, oui, c'est le cas. Heu, un design très, très futuriste qui ressemble en fait à un scooter, hein. C'est, l'alliance du vélo et du scooter. Un petit moteur de 250 watts. Donc pour vous dire, c'est, un moteur d'une petite trottinette électrique.
Mais on a quand même des grosses roues, un confort d'assise, donc un confort aussi, pour faire des trajets un peu plus importants que sur une trottinette électrique. On est limité qu'à 25 km/h. Je sais pas à combien on monte en vélo en pédalant, mais là, en tout cas, on se fatigue pas par rapport à un vélo, classique. Une autonomie de 60 à 150 km. Enfin voilà, c'est un vélo électrique, heu, c'est-à-dire pas d'effort quand tu pédales. Moi, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas non plus ce que tu pensais, enfin tu peux aussi t'exprimer sur les scooters, mais je trouve que ce vélo, on verra combien il sera vendu, mais s'il est vendu, moins de 1000, moins même de 800 €, allez entre 800 et 1000, entre ouais voilà, jusqu'à 1000 € on va dire, il sera moins cher que la concurrence, Oui, parce que européenne. actuellement, C'est trouver pas un très cher. vélo électrique digne de ce nom en dessous de 1000 €, bon courage, hein, franchement. Non, personnellement, les vélos électriques, j'aime bien. Après, moi, je suis un peu quelqu'un qui adore le vélo classique, donc voilà. Mais j'aime bien les vélos électriques, je pense surtout vraiment pour tout ce qui est mobilité, genre en ville, ouais, c'est quand même quelque chose de ultra bien, genre sans effort, etc. Après, oui, au niveau de celui-là, ouais, il a un peu un design futuriste. Je suis pas forcément fan du fait que ça soit ultra large au niveau du centre. Mais après, oui, en vrai, il faut bien mettre la batterie et le moteur, etc. Ouais, quelque parce que part. c'est une grosse batterie, hein. Mais bon, voilà. En Du coup, kilowattheure, pour à ce type part de ça, produit. j'aime bien les vélos électriques ont l'avantage d'avoir, enfin, comme celui-là, tout ce qui est compteur de vitesse, etc., embarqué, etc., proprement. Donc, ouais, j'aime bien. Personnellement, je valide. Voilà. Eh bien, je Ouais, pense qu'on a voilà. fait le tour, du coup, le tour de Bah tous oui. les articles. Merci de l'avoir suivi tout au long de cette 1h45 d'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Bonne soirée et puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée.